Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Vous écoutez un nouvel épisode un petit peu spécial de tout et de rien. Un épisode spécial préhistoire, n'est-ce pas, Raph? Tout à fait, parce que ce soir, Oui. on va fêter présentement un anniversaire, il me semble. Un anniversaire. Est-ce que Clément, ça serait pas l'anniversaire d'un membre de la famille de l'humanité finalement ce soir? Moi, de ce que j'ai vu dans mon petit calendrier, c'est une certaine Lucie qui fête son anniversaire. Vrai? Waouh, une Eh certaine oui. Lucie qui fête son Une anniversaire certaine aujourd'hui. Lucie. Les 50 ans en tout cas de sa découverte. 40. 50. 50 50 74 74, ouais, déjà. Et oui, non, c'est les 40 ans de Canal+, mais Les 50 ans de série Lucie. sur les 40 Ah, on de sait Canal+, pas. je ne sais pas. Ça n'était pas prévu au programme, mais écoutez, maintenant, peut-être que si vous le voulez, demandez dans les commentaires et on s'exécutera, bien évidemment. Mais non, c'est les 50 ans de la découverte de Lucie. Et du coup, j'ai réuni avec moi ce soir Clément, Raphaël et peut-être Jules qui arrivera sur le carreau. Pas d'arbalète, hein, bien sûr, mais plutôt à un moment donné quand il aura terminé son trajet en bus. Et nous avons Jules qui est présent parmi nous. Est-ce que tu nous entends, Jules? Oui, vous m'entendez? Oui, nous, on très t'entend. bien. Bonsoir, Parfait, Jules. dans la perfection. Reprends ton souffle, Jules. Soirée de Bienvenue, retard. Jules. Bienvenue parmi nous. Ça va? Et Ça va toi? très bien. Nickel, nickel. Parfait, parfait. J'en profite, peut-être qu'on peut en profiter pour faire un petit récap sur c'est quoi finalement la préhistoire et de quelle période est-ce qu'on parle là, ici, présentement. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a envie de s'amuser à définir la préhistoire? Est-ce que Raph, tu as envie de travailler vas-y, ce Raph. soir? Allez, bah, écoute, ça va que demain je suis en repos. Moi, pas. Oui, donc Oh, du t'es en coup, heure sup, là. allez, vas-y, je le prends. Je peux le faire, hein, si tu veux. Bah, c'est surtout que c'est un terme ultra général quand on parle de Ouais. préhistoire. Donc déjà, si on parle vraiment étymologiquement parlant, c'est avant l'histoire. Donc Ouais. l'invention de l'écriture marque ce qu'on appellerait la fin de la préhistoire et le début de l'histoire. Entre moins 3005, moins 3003, ça dépend si on se place du côté de la Mésopotamie ou Égypte, etc. C'est Avant un peu JC, fluctuant, hein. faut préciser que c'est Voilà, avant JC. Avant oui, JT, oui, voilà, c'est ça. moins 3500 avant Jésus-Christ. Et en fait, on considère que la préhistoire, souvent, c'est tout ce qu'il y a avant. Et on confond avec les dinosaures, etc. On remonte Bien trop sûr. loin c'est environ 65 millions d'années, c'est loin, et même on peut remonter encore plus loin. C'est avant l'histoire, oui, mais quel est le point? Le point, quand on parle de préhistoire, c'est vraiment, on dit l'évolution humaine. Quand est-ce que notre genre à nous a commencé à émerger? Et c'est de ce que l'on en sait aujourd'hui, parce que c'est fluctuant, hein, encore une fois, c'est il y a environ 7 millions d'années, avec justement le fameux Toumaï, c'est fameux Toumaï. Anthropus chadensis, de son nom scientifique. Et du coup, c'est ces 7 millions d'années qu'on parle là, et on part de ce point où c'est sans doute la plus ancienne espèce humaine retrouvée à ce jour. En tout cas, à ce hein, jour, oui, tout à à ce fait. jour. Et donc, du coup, nous, celle qui nous intéresse ce soir à travers Lucie, c'est Australopithèque. Donc, on est entre 4 millions et 2 millions, je grossis le trait. Hein. Mais Australopithèque, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Et c'est surtout cette espèce qui va nous intéresser et cette sous-espèce, parce qu'on en reparlera, hein, qui s'appelle, comme expliquera Clément, du coup, Australopithèque afarensis. Je vais revenir sur un petit truc aussi, ça va être très décousu. C'est parce qu'il y a des termes, je pense, qu'on utilisera sans le faire exprès, que la préhistoire se divise on va dire, 3 sous-périodes. Paléolithique inférieur, paléolithique moyen, paléolithique supérieur, ou aujourd'hui appelé ancien, moyen et récent, je crois. Parce que effectivement, Ouais, c'est vrai c'est ça, qu'inférieur et supérieur, c'est souvent connoté par le grand public, même si ça veut simplement dire avant et après, hein, techniquement parlant. Oui. Mais effectivement, là, en tout cas, pour ce qui est de l'Australopithèque, on va se baser exclusivement sur ce qu'on appelle le paléolithique inférieur, alors que l'arrivée de Sapiens en Europe occidentale, on va dire, correspond plus ou moins au paléolithique supérieur, donc à peu près aux alentours de moins 40 000 BP, donc before present, avant le présent, qui est 1950 d'ailleurs, et 10 000 ans avant le présent également. C'est là le point qui nous intéresse, c'est simplement qu'il y a 50 ans, lorsque les scientifiques font la découverte, archéologues, paléontologues, toutes les équipes font la découverte de Lucie, elle va donner énormément d'informations sur l'espèce et sur du coup qui était Australopithèque de manière générale. Ouais. Et quelles étaient ses principales différences avec nous, parce qu'on se rapporte toujours à nous, c'est un Bien peu évidemment, oui, c'est centré, mais un principe de comprendre les différences et le principe d'évolution, c'est aussi faire un point de départ. On s'aperçoit que avec une cinquantaine d'ossements, c'est déjà pas mal parce que c'est un des squelettes les plus conservés, les mieux conservés. Ouais. Et ça donne pas mal d'informations. Ça donne des informations sur le fait qu'on parle de bipédie déjà, puisque au niveau du crâne, ce qu'on appelle le trou occipital, là où se branche la colonne vertébrale au crâne, elle est relativement perpendiculaire au crâne, ce qui implique qu'on ait une bipédie qui commence à être intéressante, qui est assez pratiquée. Mais ça ne veut pas forcément dire que
Cette espèce court, Oui, bien court comme sûr. ça dans tous les sens. D'autant plus que quand on aperçoit une des grandes découvertes de Lucie, c'est qu'on va pouvoir parler de ses bras. Et l'avantage aussi, c'est qu'on voit que ses bras sont plus longs par rapport à notre espèce à nous, ce qui sous-entend qu'elle reste quand même à une proportion Proportion arboricole. arboricole, ouais, c'est Et ça. donc, du coup, reste dans un milieu qui est intéressant. C'est le milieu d'Afrique il y a environ 3,5 millions d'années. C'est vraiment une Afrique qui est aussi arboricole. Et c'est ça aussi qu'il faut saisir, c'est que c'est une espèce qui ne se déplace pas tout à fait comme nous encore, mais qui n'a pas non plus le même mode de fonctionnement. On est loin de tout ce qu'on estime aujourd'hui quand on parle de semi-nomadisme, nomadisme, etc. Bien sûr, hein. bien sûr. On est vraiment sur une espèce qui semble du coup être arboricole, charognard, donc pas chasseur, hein, donc du coup on va pas chasser d'animaux, mais on va récupérer à l'occasion des carcasses. Oui, c'est ça. Et aussi derrière une espèce qui pendant très longtemps on ne le pensait pas, mais encore une fois les recherches scientifiques avancent grâce au progrès technique, à la science, réalisait sans doute des outils. Et donc du coup ça révolutionne aussi beaucoup de choses dans notre compréhension. Et Lucie n'est pas la seule, mais on a plusieurs restes d'ossements qui ont permis de pouvoir attester que effectivement il y a plusieurs sous-espèces. Et ça, si vous voulez, on en reparle plus tard. Moi, je voulais On juste en, poser les on en bases. parlera Voilà. effectivement. Je rajoute deux, trois petits trucs justement sur la nourriture. On a effectivement des traces microscopiques qui ont été retrouvées sur les dents. Ça a testé la consommation de plantes, de feuilles, de fruits, de graines, de racines, de noix, d'insectes. Donc on a effectivement un régime qui est déjà très varié, très omnivore. Donc du coup, ça permet d'avoir un côté à la fois arboricole et effectivement un côté à la fois bipède. Je crois que avant d'introduire les trucs, On peut peut-être et parler peut-être des pour différentes faciliter espèces. la tâche, Ouais. je pense qu'il faut partir d'un point. C'est en fait comment est-ce qu'on est amené à avoir trouvé Lucie en Éthiopie en 74? Parce que on recherche on recherche les ossements. Comment est-ce qu'on a fait pour rechercher ces ossements? Ben, j'ai envie de dire un peu comme un coin à champignons où ben, du coup tu sais que si tu as des chênes et de la mousse, il y a plus de chances que tu trouves des champignons, ou peut-être même si tu as un trou souffleur, il y a des chances que tu trouves une grotte. Tout vient du fait que il y avait une fameuse théorie qui, au fur et à mesure du temps, a Ah, été faite dans les années 70 et puis ensuite le grand rift. contre-vérifiée par Michel Brunet plus tard, hein, avec la découverte de Toumaï. C'est la fameuse West, Est, East, East East Side. East Side Side Story, Story. ouais. Parce Ah que oui, West la Side, Side c'est un Story. film. Le Ouais, West, le West Side Story, Voilà, c'est c'est un le film, film. et Et East Side East Side Story, c'est en la fait, théorie. c'était voilà la théorie que bah du coup, il existait une grande faille qui se trouvait du coup qui séparait un peu l'ouest et l'est d'une partie de l'Afrique, et que ben comme on avait retrouvé des ossements simiesques qui semblaient être assez vieux. Plutôt sur l'est du coup, hein, cette partie est, et ben on ne pouvait en trouver finalement que dans cette partie de l'Éthiopie, du Kenya, et donc du coup c'est surtout là où on a commencé à fouiller, et c'est là où on a retrouvé effectivement des ossements d'Australopithèque notamment, pas que, mais c'est vraiment le début, la base, c'est vraiment cette théorie là qui du coup a été théorisée par qui d'ailleurs, Lisa Isori, Bah après, Jean-Marc. Yves Coppens on a beaucoup parlé. Ouais. Si Yves les Coppens. auditeurs ont vu l'Odyssée de l'espace, c'est Mm. typiquement Oui, je l'ai vu. ce qui est bien. Enfin, moi, j'ai grandi Oui. avec, donc mais Pareil. Mais vraiment, c'est devenir Michel vieux à dire Brunet ça. est pas du tout d'accord, du coup, parce que lui, par contre, il a la théorie de Ah la ouais. West Side Story. Et oui, parce que lui, c'est lui qui va aller à l'ouest et qui va trouver effectivement au Tchad Toumaï. Qui est le Tchad. Mais vraiment, c'est de ce constat-là, et c'est pour ça que notamment on va chercher du côté de toute cette zone, Éthiopie, Kenya, Tout à et fait. c'est des sites où on va retrouver beaucoup de restes, ou pas forcément des restes, mais des indices, hein, à la Étolie Oui, notamment. c'est une enquête, hein, de toute façon. Ben, la Étolie, je Mm. pense que aussi Jules a dû en parler aussi avec Littlefoot. Littlefoot, oui, tout à fait. C'était Mm. dans Mystère des Profondeurs, épisode 2, je crois. Je l'avais aussi développé dans l'épisode où c'était un truc du genre comment est-ce qu'on peut avoir raison et tort en même Ah temps en oui, recherche. c'est sujet juste. Oui, pardon, Ouais. c'est pas du tout le Mystère des Profondeurs. Excusez-moi. La Et allez voir quand même justesse Mystère et des tout en Profondeurs. science, ou etc. Parce que, bah, pour te C'est là dont tu avais compléter, parlé de Lucie aussi, d'ailleurs. j'avais parlé un peu de Lucie. En fait, c'est que ce grand rift africain dans lequel on va retrouver Lucie, mais dans lequel on retrouve beaucoup de hominidés en final, on les retrouve là-bas parce qu'en fait, donc on est dans un contexte géologiquement assez intéressant. En vrai, c'est un contexte de divergence de plaques. Alors, on a tendance à pas mal se focaliser sur les zones de convergence, donc les zones de montagne ou les zones de subduction avec les plaques qui passent sous les autres, etc. Comme sur les côtes andines ou etc. etc. Là, pour le coup, on a l'inverse. On a deux plaques qui se séparent. On a ça en Islande aussi. On a deux plaques qui se séparent en Islande. Et pour le coup, au niveau du grand rift africain, on a vraiment toute une partie de l'Afrique qui se barre en fait. C'est relativement impressionnant, et donc du coup c'est une zone où ça bouge pas mal de fait, puisque toutes les plaques bougent, etc. Donc il y a pas mal d'activités, et donc il y a pas mal de remontées de points chauds, etc. Et donc il y a pas mal de phénomènes volcaniques.
Qui dit volcanisme dit dépôt de cendres, qui dit dépôt de téphra, donc c'est tout ce qui va être dégagé par les volcans, etc., etc. Donc pas mal de matériel disponible, de sédiments facilement mobilisables par la flotte et facilement disponibles. Et puis dit aussi éruption, et donc événements climatiques un peu particuliers qui vont entraîner pas mal de pluie aussi, etc. Et donc les deux cumulés font qu'on va avoir des coulées de boue très rapides et relativement fréquentes en fait au niveau de cette zone. Donc ça veut dire un recouvrement sédimentaire rapide en cas d'éruption ou en cas de coulée de boue. Et typiquement, Lucie, elle s'est retrouvée prise dans des sédiments qui sont déposés très très peu de temps après sa mort, qui ont permis sa conservation, qui sont liés à une crue en fait assez importante. Et donc c'est pour ça que au niveau de ce grand rift africain, on va retrouver en fait de l'Australopithèque vieux, c'est parce qu'en fait on a les bonnes conditions pour que ça se conserve. Et donc c'est ça qui a alimenté la liste Side Story, donc notamment popularisée auprès du grand public par Coppens, etc., etc. Parce que simplement, effectivement, on retrouve des trucs super vieux là-bas. Donc on peut légitimement se dire que c'est là qu'a commencé un peu le développement de ces hominidés. Est-ce que du coup on développait peut-être plus avant dans le cas de Littlefoot. Donc pour les auditeurs, Littlefoot, c'est un Australopithecus africanus, donc pas afarensis, qui a été retrouvé dans les grottes de Sterkfontein, donc en Afrique du Sud. Pour le coup, on n'est absolument pas géographiquement au même endroit. Qui a été appelé Littlefoot parce qu'ils l'ont retrouvé en prenant un petit moulage de son pied et en essayant de voir si ça matchait dans la grotte, dans les sédiments de la grotte. Et ils ont réussi à la retrouver comme ça. Et en fait, on arrive depuis quelques années en Afrique du Sud à retrouver des fossiles d'hominidés qui sont au moins aussi vieux que ceux qu'on arrive à retrouver dans le Grand Rift africain. Déjà, la recherche d'un point d'origine, c'est quand même quelque chose d'assez futile parce qu'en réalité, il n'y a jamais un endroit où ça a commencé là d'un coup. Mais bon, Oui, en soi, c'est une question de recherche intéressante. Mais en Afrique du Sud, effectivement, on commence à retrouver vieux, aussi vieux que là-bas. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a là-bas un autre contexte qui n'est pas du volcanisme, qui va permettre d'avoir des zones de conservation en fait favorisées. Mais on a du karst, on a des grottes qui sont dans des paysages qui sont méga stables. On arrive à avoir des paysages qui datent d'il y a 1 million d'années, etc. Ouais. Chose qu'on peut pas avoir dans les Alpes, par exemple, puisqu'il y a genre des montagnes qui poussent, par exemple. Là, on est sur des paysages super stables, et donc on est sur des grottes super stables qui ont pu piéger plein de choses, et y compris des australopithèques quand ils se sont fait niaquer par des félins, par exemple, qui vont les bouffer sur des arbres qui vont pousser au niveau de sorties de grottes où il y a de l'air frais qui sort. Des fois, il échappe son truc et donc il va faire tomber l'australopithèque dans le trou et en fait, l'australopithèque il va rester dans le trou et ça va bien se conserver sous terre et donc on va réussir à le retrouver. Du coup, la question qui se pose aujourd'hui par rapport à tout ça, et il y a plein de projets de recherche qui se lancent. Il y a Laurent Bruxelles qui est très très médiatisé autour de la question. Il y a des super documentaires où il fait un peu de son Indiana Jones, il est très fort pour ça, mais où ils font du super bon travail pour justement essayer de voir quelles sont les zones de conservation privilégiées en Afrique, où en fait simplement ça peut se conserver. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que on retrouve pas les endroits où ça a commencé, on retrouve juste les endroits où ça s'est conservé. C'est pas du tout la même information en réalité. Et ça a l'air d'être beaucoup plus général au sein de toute l'Afrique, dans plein de branches différentes, que simplement on s'est retrouvé isolé à cause du grand rift africain et on a dû se lever parce qu'on était dans des hautes herbes, quoi. Ce qu'on voit dans l'Odyssée de l'espèce. Ouais. Ok. Merci pour toutes ces c'était précisions, Jules. Non, c'était- C'est hyper intéressant. Du coup, ce soir, plein de petites interventions un peu particulières qu'on va faire. On va revenir un peu sur Lucie. Mais avant de revenir sur Lucie, on peut revenir aussi sur l'impact de la découverte. Il me semble que toi, Clément, tu voulais justement parler un peu de ça, de qu'est-ce que la découverte de Lucie va déclencher finalement dans l'imaginaire, on va dire, collectif des humains d'aujourd'hui. Faut savoir déjà que la découverte en elle-même, c'est pas un squelette entier. On n'a qu'une cinquantaine d'os, si je ne m'abuse, sur le squelette, qui en fait plus de 200 normalement, donc on est sur un quart d'un squelette complet. Mais ça a pu tirer déjà pas mal d'informations sur l'espèce, puisqu'on a donc pu déterminer qu'on avait affaire à un ou une Australopithèque afarensis, qui a vécu il y a environ 3 millions d'années. 3 millions d'années... Et ça date, mais on est encore plus vieux, mais je crois qu'à l'époque on n'avait pas encore Toumaï, il me semble. Non du tout, je crois que c'est une découverte qui est venue longtemps après. Ça se vérifie. Écoute, je vais prendre mon petit pense-bête. Tout à fait. 2001, Toumaï. 2001, 2001 au total. 2001, voilà. Effectivement, Michel Brunet, mais aussi Aouta Jimdoum Malbaye, et je suis désolé. Tu vois, moi j'ai 2002, donc je crois qu'on n'a pas du tout les mêmes infos. Bon, 2001-2002, est-ce qu'on est à Voilà, 25 ans près, je ne sais pas. Une année de l'Odyssée d'espèces. J'excite les gens qui font qui fêtent les 50 ans. Et Lucie, il s'agissait effectivement à ce moment-là du fossile le plus complet découvert, et on avait 40% du squelette. Et ça a été découvert par Donald Johnson, Maurice Taieb et Yves
Coppens, Le feu regretté Yves Coppens. il est mort? Oui, il est mort l'année Oui. dernière ou il y a 2 ans. à peu Ah, près. l'année dernière. Il y a Ah, 2 ans, d'accord, ouais. ok, tu vois, je savais pas. Ouais, on l'a. Et du coup, il nous a effectivement, quittés. effectivement, daté à 3,2 millions d'années. Mais cependant, on en reparlera, hein, mais Ouais. les Afarensis, c'est âgé de 4 millions à 1 million d'années avant notre époque. Ouais. Et donc, Lucie, en fait, elle va faire une sorte de bombe, presque un regain d'intérêt, presque même, en fait, j'ai envie de dire, un gain d'intérêt pour la préhistoire dans le grand public, parce que, Ouais. en fait, quand on demande aux gens dans la rue, c'est qui votre personnage préhistorique préféré, ça va être Lucie, en fait. Ils vont dire Lucie. Elle se tire la bourre avec Cro-Magnon, je pense. Ouais, j'allais le dire en oui, fait. oui, oui. Le premier boom en fait, enfin en tout cas tu vois, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas fait de stats, mais on connaît un petit peu, on a fréquenté le même public ensemble. Tout à fait. C'est Cro-Magnon et Lucie en fait. Même Toumaï, je crois qu'il n'est même pas dans la culture populaire. Hein. Non, Toumaï, non. Ça commence un peu à rentrer de temps en temps. Moi, j'ai des gamins qui sont capables d'initier de Toumaï, mais c'est ceux qui se souviennent de leur cours. Ouais, Alors et que c'est encore. vrai, les alors c'est cours, vrai que Lucie, elle est dans le ciel avec des diamants, quoi, finalement. Ouais. En même La temps, F. Bien sûr. de toute façon, ouais, après Toumaï 2002, le temps que ça arrive dans les manuels scolaires, c'est demain, quoi. C'est l'année prochaine. Donc, le temps que ce soit vraiment. Toujours un petit peu long. Généralisé. Il est Parce vrai que c'est que- vrai que moi, je me souviens, enfin, je sais pas si c'est votre cas, mais en 2002, moi, je devais être en 6e, je pense, en vrai de vrai. Et Toumaï, on n'en parlait pas, alors pourtant, il Non. avait été découvert, tu vois, donc c'est vraiment le temps que ça arrive. Oui. Oui. C'est toujours extrêmement long. Oui, Mais bref, il y a toujours une latence. Et Cro-Magnon, c'était quasiment 100 ans avant Lucie. Hein. C'est 1868. Tu vois, donc on est sur un gap de quasiment 100 ans entre les deux découvertes. Et finalement, là, ça fait 50 ans. Il n'y a pas eu de nouveau boom populaire au niveau de grands noms au niveau des grands noms, personnages là, préhistoriques. alors après, c'est un peu niche, mais on a quand même. Il y a Ozzy. Il y a Audzi d'une part, les gens ils en parlent quand même, ceux qui Ouais, connaissent mais quand même quand bien si en on veut parler. parler sur Mais aussi des millions d'années. Hein. récemment, sur des millions d'années, non, mais récemment il y a Taurin sinon, où tout le monde en parle, même Ah oui, c'est vrai, à oui. la radio, même à la télé. Ouais. Mais pareil, je pense que Ça reste de niche. Hein. la personne lambda, elle n'en sait rien. Si Oui, on parle oui, de Taurin, Tu limite. complètes juste, tu fais le carré avec Totavel et c'est fini. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai Voilà, que c'est ça. Totavel, l'homme de Oui, il y a Totavel, Totavel. Totavel est quand même assez souvent crédité, Et- on va dire, dans la vie des humains du paléolithique inférieur et moyen. Ouais. Et comme toutes les choses qui sont dans la culture populaire, il y a beaucoup de bêtises. Enfin, ça, je vais dire, c'est pas grave. Bon, c'est toujours un peu grave. Mais... Disons qu'elle ne nous en tiendra pas rigueur puisqu'elle est décédée depuis 3,2 Oui, millions. voilà. Ça, c'est sûr. Comme pour Cro-Magnon, hein, on va avoir des idées reçues. Alors, les idées reçues qu'on va avoir sur Lucie, je sais pas si vous en avez en tête ou des trucs que vous vous rappelez de grand public qui nous aurait dit. Pour moi, les idées un peu reçues sur Lucie, ce sera pas directement sur le personnage, mais ce sera sur Ouais. ce qu'elle Sur implique l'espèce. vis-à-vis de l'humanité tout entière. Où en Ils sont gros, rien. les gens ils font préhistoire égale Lucie, donc humain qui dessine dans les grottes égale Lucie aussi, tu vois. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que tu as cette idée de humain petit, poilu, qui fait groomf, tout ça. Je pense que Lucie a pas mal aidé, on va dire, à développer cet imaginaire là, je pense. Ça reste un avantage puisque c'est comme on disait justement, c'est un formidable point de départ puisque plus ou moins tout le monde connaît Lucie. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, c'est en général, c'est mon côté historien aussi qui ressort. Je prends l'exemple de Lucie et je leur dis, écoutez, si la préhistoire, elle a duré 7 millions d'années, Lucie, c'est environ 3 millions et demi, hein, c'est à peu près à la moitié. On parle d'évolution C'est humaine. à la moitié, Ouais. oui, c'est vrai. C'est vraiment, C'est vrai, en plus, hein, c'est la moitié. Quel enfer, oui, c'est vrai. c'est pour montrer aux gens et c'est vraiment pour faire une chronologie et puis leur dire, nous, en tant qu'Homo sapiens, quand on arrive en Europe, il y a environ 40 000 ans et parfois on a du mal à saisir l'immensité du temps. Bien Parce sûr. que 7 millions d'années, c'est énorme. Bien sûr. Parfois, on n'a même Mais- pas souvenir de ce qu'on a fait la veille, alors du coup, t'imagines 7 millions d'années. Mais on peut en profiter Et- peut-être. Pardon, je suis assez Et du coup, je leur dis, on n'a qu'à résumer, on n'a qu'à dire, la préhistoire, voilà, ça n'a pas duré 7 millions d'années, mais ça a duré une journée. Une journée, Ouais. en 24 heures, voilà. Et dans ces 24 heures, du coup, on parlerait de Lucie à midi. Et puis, on parlerait de notre arrivée en tant qu'Homo sapiens en Europe aux alentours de 23h54. Voilà. Et donc, du coup, c'est simplement pour dire que finalement, en tant qu'espèce, c'est un temps relativement long qui se fait avec l'évolution, c'est vraiment vrai. quelque chose de... Ça se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que tu veux, parce qu'au final on t'a pompé complètement la parole, Clément. Oui, Est-ce y que a tu pas de veux souci, hein. nous dire encore des trucs sur Lucie et sur sa découverte? Au niveau des études qu'on a fait dessus,
par exemple, on dit, on l'a appelé Lucie parce qu'en fait, on est parti du principe que c'était un spécimen femelle. Alors, on peut dire femme ou femelle, je sais pas, parce que ce n'est pas un être humain à proprement parler. Donc, je crois que femme et homme, c'est exclusif au Sexe, c'est un individu de sexe de féminin. sexe féminin. Parce que la caractéristique féminine du personnage de Lucie, en fait, c'est arrivé avant l'étude même du bassin. C'est la forme gracile du squelette, enfin du squelette des 50 ossements qu'on a sur le squelette. Mais en fait, ça veut pas forcément tout dire. Le seul morceau du coup de pelvis qu'on a sur Lucie, je crois qu'on a que la moitié. Je crois que sur le squelette complet, enfin sur le squelette, on a que la partie gauche du bassin. Bah, c'est pas sûr à 100%. En fait, on n'est pas encore. Ok. Ils sont pas encore vraiment sûrs à 100%. Alors, il y en a qui vont dire oui, une voilà, on a quand même une forme assez large pour enfanter. C'est compliqué. Donc, Lucie, il y en a qui veulent Lucien, pourquoi pas. Pourquoi en vrai, si jamais il doit être l'Australopithèque doit être baptisé, pourquoi pas Mais Lucien? de toute façon, ça. Luc. Attends, Luc, c'est pas déjà le nom de la plus ancienne bactérie? C'est Lucas. Non, Lucas, ouais. Voilà. C'est Lucas. Ouais, c'est Lucas, c'est ça. C'est Lucas. Bon, après, voilà, j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est un vrai débat, ça Oui, féminin, peut-être que pour le moment, c'est pas. Franchement, je pense même que le grand public s'en fout maintenant. Elle est connotée déjà comme notre. C'est grande compliqué tante. parce que comme beaucoup de choses qui ont été partagées, qui ont été popularisées, Ouais, c'est ça. à partir du moment où après, même si tu as des études qui vont soit atténuer ou complètement bouleverser la découverte, une fois que c'est divulgué, trop ancré dans la et, culture populaire. c'est foutu. Hein. Oui, voilà, c'est Ça, ça. c'est- Et là, Oui, ça donc a en fait, imprimé dans c'est- le cerveau des humains. Hein. C'est un non-débat pour le grand public, C'est ça. vraiment. Mais c'est toujours intéressant de voir que c'est pas fixe, c'est pas figé, quoi. Les études Non, continuent. jamais, En fait, effectivement. Lucie, même 50 ans après, on la connaît pas par cœur non plus. On n'a pas dit, mais ce que beaucoup de personnes Ça va. savent, voilà, c'est que le nom, effectivement, a été donné puisque les scientifiques qui, effectivement, travaillaient sur Lucie ont écouté le soir de la découverte Lucie, La chanson. Lucy on the Sky des Beatles. Et Tout à d'où le nom est resté ainsi, c'est comme ça qu'il l'explique. Et du coup, derrière, après, effectivement, ça a permis d'amener des travaux de recherche immenses. Et quand on dit que ça a été trouvé en 74, on va pas, comme en fait, on peut penser, faire la recherche, et puis ensuite, on met ça dans un musée, et puis on n'en parle plus pendant 50 ans. Ouais, bien sûr. C'est comme beaucoup d'autres fossiles qu'on a pu retrouver. À chaque fois qu'on peut progresser dans un élément scientifique et qui peut profiter à une nouvelle découverte ou amener des éléments de réponse sur des questions qui malheureusement restaient en suspens parce qu'on ne pouvait pas ou on n'avait pas non plus les capacités de pouvoir de pouvoir avoir la technologie pour nous aider. Au fur et à mesure du temps, effectivement, on a fait des recherches sur Lucie. Ça reste un fossile de base puisque, comme on l'a dit, par la conservation, comme a dit Jules, par la quantité d'ossements retrouvés et aussi par le fait que derrière on ait cette particularité que Australopithèque est sans doute une des espèces qui marque le plus notamment le grand public, L'imaginaire. mais par cette découverte-là spécifiquement. Oui, c'est un peu la découverte sensationnelle des années 70, quoi, logiquement parlant, sur la préhistoire. C'est vrai Et qu'il y a des découvertes qui parlent plus à Au grand d'autres, public, comme on disait au mais début. c'est vrai qu'il y a des découvertes qui vont faire vachement avancer les choses, bouger vraiment les murs, et d'autres qui vont effectivement bouger simplement quelques petites pièces à droite à gauche d'un et qui puzzle. pourtant sont hyper importantes. Et qui sont importants pour les personnes qui notamment y travaillent dessus, et ça permet d'avoir une meilleure compréhension. Là, Et du coup- c'est visuel. Je sais pas si tu l'as déjà dit. Enfin, Oui. si vous l'avez déjà dit, vu que j'arrive en retard, je suis encore navré. Mais c'est que c'est visuel. Lucie, c'est enfin, si je dis pas de bêtises, à ma connaissance, je crois que c'est le premier squelette suffisamment complet, donc 46% à peu près du Oui, squelette, je crois. 40% ouais, à peu près. Pour réussir, par symétrie du squelette, à réussir à avoir une image de ce à quoi elle ressemblait. Oui. Et du coup, forcément, ça marque de fou le public de Ouais, commencer à avoir des images. Genre, voilà, c'est Lucie. En plus, elle a un nom déjà. On la personnalise, enfin, Oui, pas mal. on lui donne à partir parce du que moment si où on l'appelait donne par une son nom poste, on lui donne scientifique, Ah bah, bonjour, ouais, voici ouais. HAL 288.1. Ah bah, Little Foot, tout le monde la connaît, Little Foot. Personne connaît le STW 573, qui est son vrai nom au final. Hein, qui est un vrai nom de nerd, je suis Eh oui, d'accord. ouais. Ou Arago Mais j'adore 21, les ou étoiles. tout aussi comme ça. Exactement, bien sûr. c'est exactement le principe que les étoiles. C'est ça. Mais d'ailleurs, justement, en parlant des progrès scientifiques, etc., pour aussi visuellement voir de ce qu'on parle, vous pouvez notamment
vous amuser à taper Lucie sur Internet et puis vous pouvez voir notamment au fur et à mesure du temps toutes les reproductions qu'on Mm. peut avoir de Ouais. Lucie et puis Bien même sûr. Et pas que de finalement Lucie. moi celle que je trouve la plus réussie ça reste quand même mais comme toutes les représentations finalement d'hominidés ou presque c'est celle de l'atelier Dance pardon Mm. qui nous fournit quand même pas mal de visuels Allez voir. d'Australopithèque On- jusqu'à nous hein. On mettra un lien en commentaire ou dans la description. Donc, ce que je vous propose du coup, c'est que pour que le public s'y retrouve un petit peu, je me suis dit que ce serait chouette de faire un petit résumé un peu global, assez rapide de la lignée humaine. Ça tombe bien, Raph, parce qu'on a travaillé dessus, Oh. dessus toi et moi. C'est mon texte. Oui, c'est ton texte. Oh. Oh la vache, j'ai bossé ça en janvier ou en décembre Tout à fait, dernier ouais. donc J'ai ton texte, j'ai le mien. Donc Ouais. après, moi, je. oui, bien sûr, bien sûr. Non, Tu non, préfères, hein, oui, je suis un peu loin, mais. y a pas de- Ok. Alors, donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que on l'a dit en introduction, la lignée humaine, ça commence il y a environ 65 millions d'années, n'importe quoi. Non. Avec les dinosaures. On raidait les T-Rex. C'était vrai. Bien dépensé sans Putain. compter. David Il y a- Marzal avait raison depuis le début. Bien évidemment, Oh, putain. bien évidemment. Il y a 7 millions d'années, pardon, avec Toumaï Sahelanthropus tchadensis, qui est techniquement le plus ancien fossile et le premier des hominidés retrouvés au Tchad on le dit, en 2001 par Michel Brunet. Son trou occipital, donc la jonction entre la colonne vertébrale et le crâne, évoque alors une position plus redressée et donc une bipédie déjà présente. Et c'est là un peu le nerf de la guerre parce que la définition d'un humain finalement ou en tout cas d'un homininné c'est plutôt tourné autour de la bipédie en tout cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça renvoie à Toumaï comme étant un peu l'arrière grand papy de l'humanité tout entière, bien que si vous vous renseignez un peu de votre côté, vous verrez qu'il y a eu quelques petits couacs. Je vous renvoie notamment, il me semble que il y a c'est des Thomas bas. Laurent qui avait fait une excellente vidéo sur, Oui. sur l'affaire en question. Thomas Laurent qu'on salue aussi dans la foulée. Ensuite, on fait un petit bond de 1 million d'années, c'est pas grand chose finalement, Eh 1 oui. million d'années, et on arrive à 6 millions d'années. Et à 6 millions d'années, il y a qui dira C'est Aurorine. Ethiopiccus. C'est Aurorine. Aurorine, exactement. Eh oui, c'est Aurorine avant. Donc, c'est une nouvelle espèce humaine découverte à travers 13 fossiles dans diverses localités du Kenya. 3 d'entre eux sont des fémurs, ils sont ceux d'un bipède. Voilà, apparemment l'analyse des phalanges recourbées montre qu'ils montent beaucoup aux arbres. Donc on est vraiment sur vraiment plutôt full arboricole avec un petit peu de bipédie. Puis ensuite, on va avoir à 5,5 et 4,4 millions d'années les Ardipithèques, avec respectivement Kadaba à 5,8 millions d'années et Ramidus à 4,5 millions d'années. Leurs fossiles confirment à nouveau une espèce de bipédie qui était observée chez les précédentes espèces humaines. Son aire d'occupation reste limitée, en tout cas d'après les recherches, à l'Éthiopie. Donc voilà, au final, lequel de ces quatre est l'ancêtre des Homo sapiens alors? Eh bah, aucun. Eh ben, on ne sait pas. Voilà. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est des candidats. En fait, quand on fait finalement l'arbre d'une lignée, spécialement la lignée humaine, on va se rendre compte ensemble joyeusement que c'est un énorme, pardonnez-moi l'expression, un énorme bordel. Et donc, on en vient à 4,2 millions d'années avec la grande famille sans qui cet épisode n'existerait pas, les fameux Australopithèques, dont le squelette le plus connu est Lucie. Donc on le redit, découverte en Éthiopie en 74 par Yves Coquin, qui comporte 8 espèces au total avec Anamensis, Afarensis, Africanus. Gary, Barry, ouais, exactement. Barel Ghazali, Barel Ghazali, ouais. Lui, imprononçable. Prometheus Prometheus, bien joué. et Gary. Il a déjà dit Gary. Il y a Sediba et un nom encore plus prononçable. Attends, Attends, on va De le quoi faire. attends, non. Attends, qu'est-ce Bien. qui manque? Il y a Anamensis, Afarensis, Africanus. Anamensis, Ramidus, Non, Rabinus, non. Non, Ramidus, c'est un ordipithèque. Africanus, Gary, Sediba. Deiremeda. Derimeda. Oui, Derimeda. Deiremeda, tu dis. D-E-Y-R-I-M-E-D-A. Voilà. Donc du coup, on a vraiment une très grande diversité, on va dire, d'espèces d'Australopithèques, ce qui explique aussi leur forte dispersion géographique. Ils ont tous des caractéristiques de bipèdes, des bassins larges, évasés, des membres inférieurs allongés, mais une forme recourbée de leur phalange montre une grande agilité aussi dans les arbres, ce que disait Raph tout à l'heure, dans lesquels ils grimpent pour se nourrir et se protéger. C'est également chez les Australopithèques que l'on commence à observer une augmentation de la boîte crânienne. Leurs mains disposent également de caractéristiques anatomiques qui indiquent de meilleures capacités de saisie que les autres grands singes, d'où l'apparition des premiers outils en pierre il y a 3,3 millions d'années. Les dernières espèces sont éteintes il y a 2 millions d'années. Laquelle de ces 8 espèces d'Australopithèques est notre ancêtre?
On ne sait On ne pas. sait pas. On Et ne oui, sait parce pas. que c'est toujours le bordel. Ensuite, vers 3 millions d'années, l'Afrique va connaître une augmentation de l'aridité et du coup une réduction de surface arborée. De nouvelles lignées émergent. Paranthropus. Paranthropus, Et Homo. exactement. J'en ai que deux, hein, mais après, c'est Boisei et Robustus, et le troisième, je sais Il y a jamais. Ethiopicus. Tout à fait. Il y en a Ah, en merci. Éthiopie, au Kenya et en Afrique du Sud. Donc ça fait Boisei, Aethiopicus et Robustus, comme tu le disais, effectivement. Les plus anciens remontent à 2,6 millions d'années. Paranthrope, franchement, je trouve il est trop classe, ce mec. Moi, je trouve qu'il est classe. C'est vraiment la crête Ouais, sagittale j'aime qui bien. fait Ouais, genre, c'est ça. il C'est a le la Yeti, capacité, je crois, de souvenir de C'est ça. mâchoire d'un ours des cavernes. Oui, quoi, c'est le ça. truc. Et par contre, lui, il est Et full tout ça pour manger végétarien. des fruits à coque, quoi. Non, mais... C'est ça. Oui. Et vraiment, il a On en est là, hein. que des espèces de molaires. Il a une crête sur la tête. Enfin, vraiment, allez le googler si on peut. On vous mettra, on essaiera de mettre des images. C'est pas dit qu'on ait vraiment beaucoup de temps, mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à aller checker de votre côté. Et pourquoi il Euh, n'existe pas un univers de, tu sais, de fantasy où en fait toutes les Mais- espèces, c'est toutes les espèces humaines qui a eu dans un même univers, tu vois. Mais il n'y a même pas Oh, besoin you de don't faire say. ça dans un univers de fantasy. Et c'est une Ça a tristesse. existé. Parce qu'en fait, tu prends juste la date de 2 millions d'années et t'as tout le monde. Oui, non, mais je veux dire, tu vois, à un Et monde où tu tu aurais pourrais Néandertal passer qui cohabite avec Sapiens, avec Australopithèque, tu les mets tous? Oui, mais tu vois, déjà, je trouve que tu fais C'est l'histoire d'un facile. Erectus au milieu de la pampa Ah, ouais, bien sûr. africaine qui croise des Australopithèques, des paranthropes, Alors, etc. C'est J'avais un petit aparté, Jules, mais il existe un film. Je rêverais de retrouver le nom de ce film. ça Je l'ai regardé quand j'étais gamin, où en fait, c'est genre des mecs qui en fait réapparaissent une sorte de mer. Où tu arrives, ils voient là, ils arrivent au niveau de la plage et en fait c'est des mecs qui sont décédés et ils sont dans un nouveau monde et en fait t'as un pilote genre La planète des singes. non je sais pas, c'est un genre un pilote de la Seconde Guerre mondiale qui arrive avec un genre un Néandertal avec un Romain, etc. Si vous avez la réponse, dites en Et en commentaire. fait, ils sont morts à différentes époques, mais en fait, ils réapparaissent dans ce monde-là. What? Et en fait, bon, bien sûr, C'est cool. en avec vrai. tous les, comment ça s'appelle, avec tous les billets qu'on peut avoir, en fait, Oui, le bien sûr, Néandertalien, il ou est je sais pas un ce que peu c'est, con. quoi, il est Oui, hyper bah oui. agressif, ils sont obligés de le buter dès le départ. Mais je rêverais de revoir ce film, quoi. Ou genre, je crois que le chef de tous les gens qui y ont survécu, c'est Néron. Enfin, Oh là c'est là. n'importe quoi. Et justement, on va pas parler de Néron. Encore qu'on pourrait en préhistoire, on peut parler de tout. Et c'est ça qui est fou. Néron, le Néron, il a Néronien. donné le Néronien, ouais. Bah, justement, c'est pour ça, ouais. Ouais. Et tu en as déjà parlé, on renvoie aux chroniques de Jules où il parle des Néroniens. C'est pareil, à nouveau affiché quelque part sur la vidéo, vous trouverez, j'en suis certain. Du coup, Éthiopie, 2,8 millions d'années, qu'est-ce qu'on trouve Quoi? 2,8 C'est millions Habilis. d'années. Bah, oui, Habilis. C'est Habilis, tout à fait, Habilis. bien joué Clément, tout à fait. Ouais. Habilis, c'est le premier, on va dire, de la lignée du genre Homo. C'est Donc, nous. notre genre à nous, et c'est ça qui est chouette. Donc on a plusieurs, on va dire, espèces de Homo qui existent aux alentours de 2 à 1 million d'années. On a du coup l'Homo habilis, ensuite on a d'autres Homo. Est-ce que vous sauriez dire lesquels? Mais moi j'ai lu l'Homo rudolfensis, il est pas Oui. plus ancien qu'Habilis? Je crois que ça se tire la bourre. Hein. Alors, il me semble j'ai que pas les Rudolf dernières Fensis, dates. Hein. De ce que je lis, c'est 2,4 millions, alors que 2,2, alors non que Habilis c'est 2,8 millions. Alors, 2,8. J'ai 2,4 moi aussi pour Rudo. Ok, pour Ouais. Rudo. Rudolf, Rudolf. notre pote Rudo. Ah bah Rudo, hein. Ah, bah, Après, j'ai mais j'ai Rudo, mélangé. ils se sont clairement côtoyés, hein, du coup, puisque on a aussi Ah oui, bien sûr. Ergaster, du coup, qui est Antécesseur. qui est plus ou moins le Erectus, on va dire, d'autrefois, qui a 2 millions. Donc on est quand même sur un truc qui est. Antécesseur, il est plus jeune. Antécesseur, il est plus jeune. On va Beaucoup en plus parler jeune. justement, bien évidemment. Puisque On là, a nous avons Erectus. fini finalement notre première partie de la lignée humaine, Eh oui. puisqu'on arrive sur le genre Homo, qui se caractérise par un volume cérébral nettement supérieur, environ 700 cm3, et par des caractères de leur appareil masticateur adaptés à un régime alimentaire omnivore qui inclut donc à la fois des végétaux, mais aussi De la viande. de la viande. Ouais, voilà. Ouais, puisqu'on a toujours fait comme ça. Bah oui, on a toujours fait comme Ouais. ça. On a toujours fait comme ça depuis 2,4 millions d'années, mais avant on faisait pas comme ça. Le paranthrope, on est la preuve vivante. Ah, mais c'est Et bien les comme ça, on paranthropes. diversifie notre public. Là, on vient de récupérer tous les mascus. Ah. Nickel. Let's go. D'ailleurs, il est temps de faire un placement de produit ou alors du coup pouvoir vous parler du tarif de réduction Et de on a ta prochaine salle justement, de sport. On a aussi Gabriel Attal qui est D'ailleurs. là pour nous parler. On fait une super parler des formation. homos, c'est ça d'ailleurs. Alors, Wow. de toutes les espèces connues Problème. à ce jour, Ça va être on coupé. peut dire que c'est l'Homo erectus, apparu en Afrique il y a environ 2 millions d'années, qui est le premier hominé à s'aventurer plus ou moins hors du continent africain à travers une espèce qu'on nomme Homo georgicus, qui atteste il y a environ 8
1,8 million d'années la présence du genre Homo en dehors de l'Afrique et même au sud de l'Europe. Vers 1,5 million d'années vers la Chine. L'un des fossiles d'Erectus les plus célèbres, c'est celui de Nariokotome au Oui. Kenya, possible C'est vrai. individu âgé de 8 ans avec une taille de 1,60 m. Erectus se distingue par des longues jambes propices à l'accomplissement de longues distances et une peau sans poils, entre guillemets, je mets des guillemets à ça bien évidemment, permettant une capacité thermorégulatrice pratique lors des fortes chaleurs de l'époque. Les restes les plus récents d'Homo erectus se trouvent à Java aux alentours de 300 000 ans. Certains erectus vont du coup arriver dans plein d'environnements différents et en fait, à la suite de la présence de cet environnement et de différentes nourritures, on va constater qu'il va y avoir une métamorphose évolutive de ces différents groupes d'Homo erectus, donnant ainsi par exemple l'Homo floresiensis aux alentours de 100 000 ans avant notre époque, qui lui fait une trentaine de kilos pour un volume crânien de 426 cm3. Voilà. On a également, vous l'avez cité, l'Homo naledi, dont les premiers ossements ont été retrouvés à Rising Star, Rising Afrique Star, du Sud. exactement. 300 000 ans. Un Rising Star sur laquelle il faudra que je pense que j'en avais Ouais, parlé dans une chronique. Il y a Ouais. matière. Bah, je pense que faudra que je refasse une chronique Ouais. de mea culpa et de debunk. Ah oui, Ah. et ben c'est une promesse qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, Jules. Et c'est à partir de 450 000 ans que tout va commencer à s'accélérer, entre guillemets bien évidemment. Ergaster va mettre au point une technique pour faire quelque chose d'incroyable. Faire du feu, exactement. Truc de ouf. En tout cas, d'après les recherches qu'on a, bien qu'évidemment, il y a certains scientifiques qui font remonter ça vers 700, 750, je crois, il me semble. Notamment, Jules, tu nous en avais parlé dans la chronique, cette fois-ci, sur les grottes, et je ne me trompe pas, parce que c'est l'exploration des humains dans les grottes. On a des traces de Naledi, justement, il me semble que tu nous avais parlé, dans une grotte. C'est peut-être ça, mais écoute C'était pas. ça le problème, peut-être. Non, je parlais d'une grotte, alors j'ai plus le nom, ça commence par un W. Wanderberg, je crois. En fait, c'est super difficile de parler de quand est-ce qu'on maîtrise le feu, parce que déjà, il faut trouver des traces de feu qui soient conservées depuis pas mal de centaines de milliers d'années. Et puis, tu vois, si on fait un campement, si tu fais un feu de camp, te dire qu'il va rester tel quel suffisamment de temps pour se maintenir pendant des centaines de milliers d'années, faut quand même que les conditions soient même bonnes. Là, faut être capable de réussir à le dater alors que c'est extrêmement ancien et que le carbone 14 fonctionne plus. Et puis après, faut être capable de dire, et c'est ça qui est super difficile, faut être capable de dire si le feu était intentionnel ou pas, c'est-à-dire s'il a été fait par l'humain ou s'il a été simplement entretenu mais qu'on savait pas le faire. C'est-à-dire que il y a une domestication et une maîtrise totale. Voilà. Et du coup, ça c'est super difficile en fait de le faire. C'est vraiment un exercice pas évident. Ce qui fait que la marge, pour l'instant aujourd'hui qu'on a, on est sûr qu'à 400 000 ans on a le feu. C'est-à-dire qu'on le maîtrise, on sait le faire, etc., etc. Et on a des doutes sur 1 million d'années. Sur 800 000 à 1 million d'années. C'est énorme comme fourchette. Mais c'est parce qu'en fait, on a des traces de feux plus anciens, mais c'est toujours très compliqué de dire si on a vraiment affaire à des feux faits ou pas. Par contre, le fait qu'on l'utilise et qu'on le maîtrise dans cette grotte-là, je veux dire peut-être un mauvais nom, mais je crois que c'est Wanderberg. On a des traces de feu loin dans la grotte, c'est-à-dire à plus d'une centaine de mètres dans la grotte. Alors c'est un tunnel, c'est le métro, cette grotte. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour aller jusqu'au fond. Mais mine de rien, ça atteste bien que les traces qu'on en a ne marquent pas un feu de forêt, par exemple, qui aurait pu se propager à l'intérieur de la grotte. Je confirme, je suis allé vérifier, c'est effectivement Wanderberg. Ok, nickel. Et donc voilà, donc c'est bien un site qui atteste qu'on emmène du feu il y a environ 1 million d'années, loin sous terre. Donc on le maîtrise bien depuis pas mal de temps. Après, on voit pas pourquoi en fait il ne saurait pas le démarrer. À partir du moment où on le maîtrise, qu'on s'y intéresse, techniquement il y a rien qui empêcherait que. Mais on a du mal à le dire après au niveau des traces en eux-mêmes. Et après pour le Naledi, c'est plutôt à Rising Star où là du coup c'est plutôt dans du 250 000 ans à peu près. Où là on a des traces de corps qui sont loin de l'entrée mais qui nécessitent de passer par des étroitures, par des escalades. Donc c'est pas la même chose parce que là ça implique une exploration spéléologique vraiment quoi, qui est relativement ancienne, on n'en a pas de traces aussi anciennes. Mais il y a des articles qui sont en préparation actuellement pour revenir un peu dessus. Enfin, en fait, quand on commence à regarder un peu dans le détail, il y a des procédés un peu fallacieux au niveau de la recherche en elle-même. Et notamment la grosse question qui se pose et qui apparemment n'a pas été tranchée. Je pensais qu'elle l'avait été, c'est pour ça que j'en avais parlé moi dans une autre chronique. La vraie question, c'est est-ce que le paysage de la grotte n'était pas juste totalement différent à l'époque? Et c'est probablement le cas. Les corps qu'on a retrouvés loin de l'entrée, en fait, sont probablement des corps qui sont tombés exactement comme Littlefoot. Ah oui, d'accord. Qui sont tombés naturellement, sauf que la grotte a évolué depuis, c'est fermé, il y a des brèches qui se sont faites, et donc aujourd'hui, on n'y accède plus par le même endroit.
Ce qui fait qu'en fait, on n'est probablement pas du tout sur un dépôt funéraire, et donc c'est un site qui est pas du tout semblait vendu être, pour la même chose. C'est une équipe de recherche qui mise un peu sur le sensationnalisme et le fait d'informer la presse avant de faire des papiers. Et pour la Donc recherche. c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc j'attends que les articles de contre-réponse sortent pour vous en faire un débrief de toute l'aventure autour de Rising Star. Mais donc c'est même pas à prendre avec des pincettes. Moi, je les tèche de ma thèse avant de la finir. Donc, enfin, faut vraiment pas faut faire gaffe. Ok, ça marche. Merci pour le petit disclaimer. Retour du coup 450 000 ans en arrière. On est du coup avec l'Homo ergaster et on commence à avoir du coup de facto, comme tu l'as précisé, avec le feu, plus d'exploration nocturne, plus d'exploration souterraine. On a une chasse qui devient un peu plus facile aussi grâce au feu. On a aussi qu'est-ce qui pourrait donner comme avantage le feu par exemple Au hasard, Ouais. bah, je peux t'en citer 6. Vas-y. Le feu, il sert à se réchauffer, Ouais, il sert à oui. se nourrir, dans le Ouais. sens ça sert à cuire les aliments, Tout à fait. il sert à s'éclairer, Ouais. il sert à éloigner les bêtes sauvages, Ouais. Les il moustiques. sert aussi à transformer la matière, Ouais. et puis c'est un incroyable vecteur social. C'est effectivement un incroyable Ouais. vecteur social. On suppose aussi que c'est avec Ergaster qu'on va avoir l'apparition d'un langage articulé, d'une pensée symbolique, du fait aussi d'avoir du coup des organisations sociales qui vont être entre guillemets plus élaborées. On va aussi avoir la création de ce qu'on appelle le biface, qui est littéralement un couteau suisse version préhistorique qui sert à couper, marteler, percer, racler, etc., etc. Puis on va se retrouver alors avec un Ergaster qui va commencer à migrer aussi, comme on le disait tout à l'heure, vers d'autres continents. On le retrouve donc sous plusieurs formes, comme par exemple le célèbre Heidelberg M6 qui se situe en Europe. Allemagne, Voilà, à exactement. côté de la ville, pardon, excusez-moi, j'avais posé mon micro, à côté de la ville d'Heidelberg, à qui côté donne de la du ville coup son nom. d'Heidelberg, tout à fait, d'où le nom. On a même d'ailleurs aussi des traces d'une espèce inconnue en Asie à travers le code ADN, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. Voilà. Donc on se rend compte que le feu va probablement aussi être un vecteur de transformation physique drastique qui vont s'opérer chez certaines espèces humaines. Aussi, du coup, on arrive à la date fatidique de 300 000 ans avant le présent, où La nous allons fameuse- retrouver une toute nouvelle frange d'espèces du genre Homo. Est-ce que vous seriez capable de m'en citer deux? Au hasard, Néander, quelque chose. Néandertal, tout à fait, Néandertal, Oui, quelque c'est chose, ça. qui fait semblant de pas savoir. Exactement. Tout à fait, Néandertal, il est en Océanie, hein, c'est ça, Clément? Je crois que c'était Amérique du Sud, moi. Mais après- Il est effectivement en Europe. Europe. Tout à fait, tout à fait. Europe, Orient aussi. Europe et Orient. Ouais. Mais on Ouais. va en parler justement de ça. Et on a aussi une autre espèce que vous connaissez très très bien parce que vous la voyez tous les jours. Homo sapiens. Homo sapiens, tout à fait, qui est présent en Afrique. Donc, en gros, du Nord, 300 précisez 000 ans, aussi. on a deux nouvelles espèces du genre Homo, comme je le disais, probablement une espèce inconnue aussi en Asie, et encore la présence d'Erectus au Moyen-Orient, mais aussi en Asie. Voilà. Puis ensuite, on va refaire à nouveau un bond 100 000 ans plus tard, donc on est à 200 000 ans avant le présent. Néandertal va entreprendre une sorte de migration et se déplacer vers la Sibérie, le Moyen-Orient. C'est là qu'ils vont probablement rencontrer pour la première fois certains sapiens qui vont de leur côté être sortis d'Afrique. Il y a certaines hypothèses qui prétendent que c'est à ce moment précis que nos deux espèces vont Hybrider. pardon, Hybrider. s'hybrider, tout à fait. On s'aimer. J'avais perdu le mot. Vont s'aimer d'un amour charnel incroyable. Environ 100 coïts réussis suffisent pour avoir le code ADN de Néandertal que nous avons à l'intérieur de notre corps, ce qui, je trouve, est très très peu. Et je crois que c'est donné, enfin c'est que de la paléogénétique. Oui, c'est ça, ouais. Et Ouais. enfin c'est ça en fait où faut faire attention, dans le sens où par exemple ça a fait grand bruit dans les médias, on arrive à voir un berceau de l'humanité dans une certaine zone de l'Afrique, mais quand on s'intéresse à d'autres méthodes, d'autres types d'archives, par exemple les ossements ou par exemple plein d'autres données en fait, la paléontologie, etc. Bah, on n'obtient pas les mêmes résultats en fait, on n'obtient pas les mêmes endroits. Donc c'est à prendre comme un état, un instant T de la recherche qui utilise telle méthode et qui propose telle réponse, mais pas comme une réponse dans l'absolu quoi. C'est voilà. Alors ça vous parlera peut-être, mais il y avait eu un truc comme ça de papier journalistique qui était sorti, qui était basé sur une recherche qu'ils avaient traduite et qui ensuite avait en fait pris les informations qui les intéressaient aussi pas mal. C'était qu'il y a tant de milliers d'années, je sais pas, c'était pendant l'ère glaciaire, je crois. En fait, l'humanité avait failli disparaître parce que du coup, il disait presque quelques milliers d'individus et c'est tout. Enfin, il y avait une histoire comme ça et en fait, tout le monde avait plus ou moins relayé. Je sais pas si vous vous rappelez.
Ouais, ça me dit un truc. Ça te dit un truc Plus de détails, mais. Et je pense ils s'étaient basés sur la paléogénétique aussi pour dire qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel génétique. Du coup, ça sous-entendait qu'en fait, on était peu nombreux et on avait frôlé une extinction de par ça, quoi. Oui, alors que c'était un peu vite emballé, vite pesé, quoi. Et c'est le problème de toute information. En fait, suivant comment Ça tu dépend la ce que prends, t'en fais, suivant quoi. comment tu la traites, suivant ce que tu occultes, tu peux en faire ce que tu veux. Bien sûr. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant avec des périodes si anciennes, c'est que on est obligé d'utiliser plein de choses pour essayer d'avoir des indices. C'est une enquête, quoi. C'est particulièrement éloquent pour montrer à quel point la science c'est pas du tout une espèce de doxa figé où c'est une vérité vraie qu'on a déjà acquise et qui est stable. Et pour répondre à des questions qu'on a, on va être obligé d'utiliser des outils qui ont des biais, qui ont des zones d'ombre, qui donnent pas les mêmes résultats en fonction des outils, etc. Moi, je retrouve beaucoup ça au niveau des méthodes de datation. Ouais. On a beaucoup tendance aujourd'hui, parce qu'on a aussi une espèce d'aveuglement technique, je trouve. Alors, à l'université, par exemple, j'ai beaucoup d'étudiants qui tout de suite me répondent on n'a qu'à faire des dates. Mais sans savoir quoi dater, sans savoir pourquoi, sans savoir avec quel outil, etc. Alors qu'en réalité, il faut Sans parler du désacraliser fait un peu que- ce que c'est, quoi. C'est Sans parler du pas... fait que tu fais une datation et puis tu n'as plus de budget. Oui, en plus, ouais. Oui, ça encore. Effectivement, ne serait-ce Un que autre problème. c'est Oui, c'est problématique. encore un autre souci. Mais en tout cas, quelqu'un qui avait certainement pas du budget, du coup, trop à l'époque, c'est effectivement l'homme de Flores qui est une espèce insulaire atteinte de nanisme. Cette fois-ci, il l'a dit correctement. Donc- J'arriverai pas à l'entendre autrement que bien pour la Suisse maintenant. Donc, Je c'est-à-dire les vois qu'au tous moment avec où- un petit brassard là. C'est-à-dire qu'au moment du coup où je vous parle entre guillemets à 200 000 BP, on a déjà toujours 5 espèces entre guillemets du genre Homo qui Ça fait. cohabitent dans le monde entier. Oui. À nouveau un petit bond de 100 000 ans dans le futur, donc on est 100 000 ans avant le présent. Sapiens continue ses déplacements. Il se trouve maintenant aux portes de la Sibérie, lieu même d'une rencontre entre deux espèces du genre Homo néandertal, mais également Denisova, avec laquelle à nouveau une hybridation va porter ses fruits tant dans les gènes que dans l'archéologie, puisque nous avons aussi des traces d'un individu hybride qui ont carrément été retrouvés sur le site même de Denisova, si je ne dis pas de bêtises, c'était il y a quelques années maintenant. Oui, sur le site de Denisova, on n'a pas grand-chose. On a quelques dents, phalanges. quelques phalanges et c'est marre. Hein. Mais ça suffit aujourd'hui à avoir quand même des informations. Et ça, c'est beau. Cette espèce est d'ailleurs présente aussi en Asie, où on a les quelques derniers Erectus apparemment qui traînent, Flores, Sapiens, ainsi que une autre espèce, Solo N6, qui est présent là-bas. Il faudra ensuite à Sapiens 40 000 ans de plus pour parvenir plus ou moins en Europe et en Océanie. C'est également le même temps, donc 40 000 ans, qu'il faudra à Denisova pour disparaître de Sibérie. De même, pour Erectus, dont la dernière trace se trouve être antérieure apparemment à 74 000 ans avant le présent en Asie. Une nouvelle espèce émerge sur les îles d'Indonésie, c'est l'Ouzonensis. Ensuite, on arrive à 44... non, c'est plus 44 000 ans, en plus, l'impression elle a changé. 54. 54 000 Bon, ans. on est sur du 50-54 000. De quoi tu parles, toi? De l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, mais en Alors, général. Alors, c'est pas ça que j'avais en tête, mais oui, Oui. du coup, c'est 54 000 ans. Non, c'était les datations de la grotte en Indonésie avec les premières traces. Ah, c'est d'art 44 alors. C'est 44. 44, Ils ont je pas, crois, réaugmenté. 51. C'est possible qu'ils ont augmenté. Je S'ils sais ont plus. augmenté, ils sont peut-être allés à 54 ou à sais 50. plus. Mais les plus anciennes traces, Je vais effectivement, vérifier. c'est. Ouais. Je me rappelle plus du nom de cette. Oui, là où il y a des cochons de. Ouais, il y a les sauvages. cochons d'eau là, les cochons aquatiques. Ouais, voilà. Ah oui, ok. Ouais. Les dessins à l'ocre Je m'en rappelle plus, Après, qui font débat, qui sont datés en fait avec. C'est une datation indirecte avec le. Ouais. Oui, parce que vu que c'est du rouge, tu peux pas le dater. Ouais. C'est sur une île d'Indonésie, ouais. Ouais, Tout à c'est fait. proche C'est de 60 000 environ, ans dans les dates, ouais. Ouais, c'est ça. Avec les Ils l'ont marches ils d'erreur l'ont- et tout ils ça. l'ont augmenté. Ouais. Ouais. J'ai un C'est article comme en qui dit Australie, on a 50 000 des ans. très très vieilles dates aussi sur certains trucs. Ouais. Tout à fait. Sur des, Enfin, bref. des sépultures, je crois. En gros, c'est dans ces eaux-là, on va dire, qu'on commence à avoir effectivement des dessins figuratifs qui, comme l'a dit Raph, figurent, il me semble, des bons hommes qui sont en train de chasser un pauvre petit sanglier. Je crois. Une sorte de cochon Ouais. sanglier. Et donc, du coup, c'est aux alentours de 40 000 ans BP. Finalement, les genres Homo, il n'y en a plus que deux. Ça s'appelle, c'est Néandertal. Néandertal se finira par disparaître quelques milliers d'années plus tard. Et on refait un petit bond de 20 000 ans dans le futur. On est 20 000 BP. Sapiens est présent partout sur la surface de la planète, en tout cas sur la surface terrestre de la planète. Car il faudra encore attendre un tout petit peu, mais effectivement, 74 ans
après le présent. Ça nous fait quelle date? Maintenant. Maintenant, 2024. Effectivement, bien joué. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains de type sapiens. Nous pouvons explorer les mers, les fonds marins, le ciel, l'espace, avoir accès à Internet, regarder des vidéos de chats, mais nous sommes les derniers du genre humain. On a inventé Donjons et Dragons, j'ai envie de dire. On est au summum de l'évolution, je suis d'accord. Ouais. Voilà, tout ça pour dire que on a développé ici une lignée qui était finalement très plurielle, avec des espèces humaines qui vivent parfois toutes les unes sur les autres en même temps, avec des histoires d'amour aussi entre différentes espèces humaines, et qu'au final, malgré tout ça, aujourd'hui il en reste plus qu'une. Reste à savoir ce qu'on va faire avec pour le futur, pour cet après le présent, cet après 1950 finalement. Je rappelle, le présent c'est 1950 en termes de datation, et malheureusement je n'ai pas la réponse car je suis un humain comme vous et que je vis dans le présent et pas dans le futur. Et finalement, pour recentraliser, parce qu'au départ on parlait de Lucie, c'est Oui. vraiment une découverte, mais parmi tant d'autres, qui a permis de faire en sorte que ce que vous a détaillé Marc, ce que vous a précisé Jules, et que du coup avait introduit aussi derrière Clément, c'est que finalement c'est qu'une partie, c'est qu'une feuille d'un arbre qui représente notre famille. Et que c'est pas absolument Tout à pas fait. quelque chose, une succession de personnes, une espèce qui va du coup s'éteindre pour en donner une autre, ce qui sous-entend le fameux Oui, le chaînon fameux manquant, le chaînon et manquant etc. entre plein d'éléments. Voilà, quand on parle d'espèces, enfin d'évolution des espèces, c'est un temps long, mais un changement qui se fait petit à petit et imperceptible à l'œil. Tout à fait. On dit qu'elle Et- est buissonnante, c'est ce qu'on dit. Buissonnante, tout à fait. Et j'en profite du coup, Raph, pour te remercier parce que tu es le co-auteur de ce texte d'une certaine manière. Ah bah écoute, je t'en prie. Donc merci pour tes différentes interventions. Et pour les auditeurs, si vous voulez un peu vous plonger un peu dans cette histoire, on en avait déjà parlé. Enfin, moi, j'en avais parlé dans la toute première chronique qu'on avait fait pendant le confinement, enfin que j'avais fait en tout cas moi. Pour ma part, il y a un jeu qui s'appelle Ancestors The Humankind Odyssey. Oui, tout à fait. Qui est absolument génial pour piger un peu ce que c'est que cette lignée humaine, donc qui va vous plonger dans l'Afrique d'il y a environ 7 millions d'années au départ. Le principe du jeu, c'est ça, c'est vous avez un petit groupe de singes et vous allez essayer de le faire cheminer à travers cet univers-là, et au fur et à mesure des modifications génétiques qui vont arriver par hasard ou en fonction de vos actions, vous allez pouvoir passer d'une espèce à une autre, et l'idée c'est d'essayer de faire aussi bien et aussi rapidement etc. que la réalité. Et vous pouvez observer votre écart par rapport à l'état des connaissances actuelles. Ça, C'est un c'est jeu cool. super intéressant qui vous plonge vraiment Au niveau pédagogique. dans l'univers, quoi. Donc, voilà. Et t'as réussi toi du coup à faire aussi bien que la lignée humaine ou pas? Non, parce qu'en fait je souffre d'un syndrome qui fait que je ne peux pas rester sur un jeu trop longtemps. Au bout d'un moment, je me lasse. Et du coup, C'est j'ai normal, adoré je pense ce que jeu, beaucoup mais peuvent j'ai avoir pas ça. réussi à le mener jusqu'au bout, parce qu'après, j'avais juste d'autres trucs à faire. Oui. Du coup, il est peut-être toujours en que tu suspens, vas mais pas là, beaucoup. là, j'ai retapé le nom, là, je vois la jaquette, Ça t'a et donné ça envie. me redonne beaucoup envie de reprendre l'aventure. Ouais. Je connaissais Ouais. pas ce jeu, je l'ai wishlist sur Steam, faut le savoir. Tu vas faire des streams dessus. Il y a Clément. des let's play. Il me semble qu'il y a des let's play de ce jeu sur YouTube. Allez voir les streams de Clem du coup dans la foulée, on vous conseille d'aller l'observer, il y aura les liens de sa chaîne Twitch en description. Si on s'arrête sur un instant sur l'Australopithèque pour peut-être former un début de ce qui semblerait être une conclusion Conclusion à tout ça. Il a la petite histoire aussi qui ne concerne pas Lucie, mais qui concerne les Australopithèques de manière générale. C'est quand est-ce que l'art est apparu? Ah, tu veux parler d'un objet en Du particulier, petit, j'imagine. Oui, voilà. Comment il petit caillou, s'appelle là. C'est le galet de De Makapansgat que je vous parlais. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et du fait que quand voilà, pour la compréhension de Pensée l'Australopithèque, et puis derrière aussi du volume de la boîte crânienne, etc., ça donne aussi des dimensions intéressantes. C'est véritablement cette histoire du galet, hein. C'est un galet de souvenirs en jaspe Oui, c'est ça, ouais. qui a été retrouvé et qui semblerait, si véritablement on s'intéresse au galet, puisque du coup il y a une sorte de pareidolie où on voit une forme de visage. Tout à fait. Ouais. Et en fait, ce Trop galet bien. en jaspe a été trouvé, pris, vraisemblablement emporté par un Australopithèque, qui du coup ne l'a pas modifié, comme on pourrait finalement retrouver certains outils comme les galets aménagés. Ce qui nécessiterait alors que cet objet a été déplacé d'un point A à un point B et qui n'a pas d'utilité autre peut-être de susciter une forme artistique de beau ou de quelque chose
aux porteurs de ce caillou, hein, de ce galet. Et qui, donc, du coup, si vraiment on veut extrapoler et qu'on veut donner une histoire un peu romancée de tout ça, ce serait peut-être véritablement la première notion humaine de quelque chose qui est beau. Comme a dit Jules, par contre, qu'on a retrouvé à un instant T, ce qui ne veut pas dire que ça n'a Oui, pas eu que lieu c'est avant. que c'est le fameux commencement, quoi. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une pareidolie, pardon, de ouf, donc une illusion pour les auditeurs. On a vraiment l'impression de voir un visage, quoi, en fait. Des yeux, la bouche, la tête. C'est dans la vallée de Macampan, t'as dit, en Afrique du Sud, c'est ça, hein. Et alors, du coup, ils arrivent à savoir qu'il a été pris parce qu'ils supposent qu'il l'a pris ailleurs que là où il a été retrouvé. C'est géologiquement parlant qu'ils arrivent à le savoir. Je pense que c'est sans doute le fait que le galet soit en jaspe, la matière, qui a peut-être été retrouvé à un endroit où il en est absent ou et dans une couche qui du coup nous donnerait de l'ordre de 3 millions, 3 millions 3, 3 millions, 3 millions. Alors attends, 3 millions BP, ouais, c'est Après, encore une fois, moi je suis plutôt historien, je suis pas donc du coup si j'ai cette histoire en tête, mais après les tenants et les aboutissants, il faudrait que je puisse plus m'y pencher dessus pour y retrouver. Je saurais pas te dire là Oui, comme bien ça, je vais pas te évidemment. dire de bêtises. Du coup, là, ça m'intriguait. Ça t'intrigue? Je suis intrigué, c'est par la datation. C'est comment est-ce qu'on peut savoir la date en fait? Parce que c'est Je une crois qu'ils gravure, ont, ils encore ont une daté fois, c'est compliqué. l'Australopithèque, je crois que c'est dans les sédiments qu'ils l'ont retrouvé. Parce que c'est pas une gravure, C'est pas une gravure, c'est ouais, vraiment ouais. Y a le rien rocher, du il tout. n'a pas été Oui, touché. oui, oui, oui. C'est Ouais. vraiment une illusion, en fait. C'est. Donc je pense que c'est simplement Je crois qu'il il était juste une avec. question. Oui, oui, il a Oui, dû c'est un être manuport. retrouvé Ok, dans ouais. une même zone d'habitation ou de pas habitation, Ouais. de fréquentation. Oui, c'est ça, c'est un manuport. Donc, un manuport, c'est un objet qui est pas modifié, mais qui est déplacé. Ah, c'est Qui est ça, juste ok, d'accord. On déplacé, appelle ouais. ça un manuport. Ouais, un manuport, ouais. Faudrait que je Il a fasse été découvert par. une chronique sur les spéléothèmes, spéléofactes, manuport. T'as Nice. beaucoup de termes comme ça. Ok. Donc du coup, pour repréciser encore une fois aux auditeurs, c'est un galet qui a été mis au jour en 1925 par Wilfried Eisman dans une des grottes de Makapansgat dans la vallée de Makapan. Donc c'est en Afrique du Sud. Ce qui est intéressant, c'est que le galet en jaspe a été retrouvé à plusieurs kilomètres de tout possible gisement naturel, et il a été aussi associé à des ossements d'Australopithèque, puisque trouvés dans la même grotte. C'est pour ça qu'une des conclusions, ça a été de se dire que les deux objets étaient liés, et que le galet de Makapansgat fait donc figure de première représentation symbolique de l'humanité. En général, c'est vraiment les deux trucs que je cite avec Australopithèque, c'est le galet de Makapangat et c'est les traces de pas à la Étolie avec figé avec la cendre C'est que quoi tu ça? parlais. C'est En dont- fait, dont c'est les je parlais traces, tout à l'heure. c'est en fait c'est des traces de pas d'Australopithèque qui, de par la profondeur, indiquent une bipédie, mais une bipédie tournée plutôt sur, tu vois que elle est un peu, il y a davantage de poids sur l'extérieur Ouais. du pied, qui sous-entend qu'en fait, tu vois qu'ils ont sans doute suffisamment dans l'impulsion et fort pour instiguer un mouvement Ouais. assez rapide. Mais c'est surtout que du coup, ça trahit une démarche assez chaloupée si tu la reconstitues de par les appuis. Et le fait que, comme on disait, c'est un endroit où il y a des activités volcaniques assez intéressantes, ben, du coup, ça a permis aussi indirectement de conserver tout ça, hein. Mm. Mais c'est il y a 3 millions, 3 millions 2, je crois, un truc comme ça, hein, les empreintes de pas de la Lettonie. Mais franchement, elles sont belles à voir. C'est vrai. Devine, hein. Après, on parle d'un truc qui a 3 millions d'années, hein. Puis qui pesait pas 100 kilos, quoi. Donc. Ouais, on voit pas grand chose, quoi. Oui. En vrai, c'est pas mal, hein. Une espèce Après, il y a la endémique. Roche-Cotard en ce moment, je sais pas si. Ouais, vas-y. Qui pose question, je sais pas si vous en avez entendu parler. Roche-Cotard, je cherche. Alors, la Roche-Cotard, c'est une grotte en Dordogne, dans laquelle, en fait, c'est une grotte qui est connue depuis Ah 1912. oui, bien sûr, j'ai vu un truc Arte, c'est Oui, un Arte en fait un Néandertal qui aurait fait un documentaire. visage avec des cailloux. Ouais. Bon, C'est- c'est le truc. Faut toujours qu'à la fin, dans les documentaires Arte, ils partent. Ouais, il garde une seule chose, c'est le truc. Ouais. Bah, ce qui est super intéressant à la Roche-Cotard, donc c'est une grotte qui est découverte en 1912. Promis, c'est pas moi qui ai fait exprès que ce soit en 1912. Ah, pour Titanic. Oui, ça tombe à chaque fois pile poil. Oui. Et qui a été un peu délaissé, etc. Qui a été décaissé. En fait, il y avait un bouchon sédimentaire qui obstruait l'entrée. Et le fait est qu'à l'intérieur, on a trouvé des gravures. Donc on savait pas trop comment les aborder, comment, etc. Et il y a pas longtemps, il y a eu un article qui est sorti où en fait, c'est des géomorphologues qui vont travailler, non pas sur les gravures, mais sur le bouchon d'entrée. À partir de quand, exactement comme pour la grotte Chauvet, est-ce que en fait on peut plus rentrer dans la grotte et donc ça nous fait une contrainte indirecte à la création des gravures. Et le fait est que la grotte en elle-même est fermée depuis, alors si je ne m'abuse, c'est environ 75 000 ans. Ce qui voudrait dire que les gravures sont antérieures. Donc ça a fait grand bruit parce que ça voudrait dire que ce sont des représentations néandertaliennes, alors que pour l'instant on n'a que des représentations figuratives sapiens. C'est toujours l'éternel débat, ça fait déjà plusieurs années il y a des faux espoirs qui émergent à des moments, enfin qu'il y a des vrais débats scientifiques qui se font. Là au niveau de la Roche-Cotard, du coup, c'est relativement solide la datation.
parce que c'est vraiment le bouchon sédimentaire. Donc effectivement, la grotte est vraiment fermée à cette date. Et donc, si gravures il y a au Paléolithique, elles sont forcément antérieures à ça. Après, pour certaines gravures, de ce que j'ai compris, mais il faudrait que je rentre dans le détail, il y a des discussions entre chercheurs sur leur véritable authenticité. Parce qu'il y a un moment donné, quand même, en 1912, elle est débouchée. Et on va l'explorer, en fait, de manière relativement bourrée. Enfin, à l'époque, quoi, 1912, quoi. Et donc, on se demande s'il n'y a pas des trucs qui sont des coups de pioche des gars de l'époque. Alors, au niveau de l'épaisseur et de la patine, on arrive à distinguer, ce que j'ai compris, on arrive à distinguer les zones gravées anciennes, les coups de pioche récents, quoi, enfin du début du siècle. Mais mine de rien, bon, ça se discute, quoi. Reste que pour l'instant, c'est quand même une découverte super intéressante parce que de là où on en est, même si du coup, faut comme toujours y aller avec des pincettes sur les résultats, etc. Faut laisser le temps de la recherche. Mais c'est des résultats super encourageants sur des gravures qui laissent quand même présager une certaine ancienneté et qui du coup seraient pas sapiens, quoi. Ce qui est beaucoup plus solide au final que ce qu'on avait eu en 2018. En Espagne, ouais. Ah ouais, en Espagne, où on a eu beaucoup de datations sur voiles de calcite sur des peintures. Sauf que les voiles de calcite, c'est tellement fin qu'en fait, le problème qu'on a, c'est que ça peut se redissoudre à l'intérieur. Parce que c'est exposé à des conditions de condensation dans la grotte qui vont pouvoir dissoudre, mais microscopiquement, des petits endroits qui vont se recristalliser. Donc on a des phénomènes de recristallisation interne qui sont chiants parce que du coup, en fait, on sait pas ce qu'on date. C'est-à-dire que quand on regarde les résultats de Hoffman, c'est celui qui avait sorti, enfin Hoffman et toute son équipe, qui avait sorti des résultats comme ça à 60 000 ans en Espagne. En fait, on voit que en fonction de quelques centimètres de décalage dans le voile de calcite, on n'a pas du tout les mêmes dates. Parce qu'en fait, on a du mal à savoir ce qu'on date. C'est super difficile. C'est pour ça que c'est très critiqué au final et qu'il n'y a aucun consensus par rapport à ça. Ok, merci une fois de plus pour tes précisions, Jules. C'est toujours trop long. Tu vois que tu as des choses à te dire. Hein. Tu disais, oui, je vais être comme dans un PMU là. N'importe quoi. Mais moi, je veux voir la gueule de ce PMU aussi. Hein. Ouais, franchement, moi, je vais aller y aller. J'y vais direct. Hein. Du coup, messieurs, je sais pas si vous avez envie de rebondir encore une dernière fois sur les Australopithèques. Ouais, alors moi, sur les Australopithèques, directement. Juste que du coup, comme on a parlé de la lignée humaine et donc de nos bons primates bipèdes, juste pour pas les oublier, parce qu'ils étaient là, certains étaient même là avant. N'oublions pas nos grands cousins, les grands primates qu'on a côtoyés depuis plus de 3 millions et pour certains plus de 7 millions d'années. L'orang-outan, le gorille, le bonobo et notre chimpanzé. Voilà, ne les oublions pas. Oui, c'est vrai. C'est ce que certains sont peut-être pas encore là très longtemps. Oui, c'est vrai. Il n'y a évidemment plus qu'une espèce d'homininée qui reste, mais peut-être que bientôt on sera aussi la dernière espèce de grand singe. Grand singe tout court, voire peut-être même de singe tout court aussi. Parce que l'orang-outan était là avant Toumaï, je crois. La branche de l'arbre la première branche qui sépare, c'est le gibbon. Oui, de souvenir, c'est tout. Et puis ensuite l'orang-outan, puis le gorille, puis ensuite nous, puis ensuite les chimpanzés. Mais de souvenir, on avait un ancêtre commun, je crois, c'est il y a 20 millions d'années. Mais... Oui, de toute façon, après, si on remonte, c'est pareil. On arrive, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on arrive à Lucas. Voilà. Lucas qui veut dire quoi déjà, Raph? Last unknown common ancestor. Voilà, exactement. Je t'ai demandé parce que moi-même j'avais complètement oublié. Et du coup, c'est sur ça qu'on va se quitter sur notre plus vieil ancêtre connu de nous toutes les espèces vivantes de la planète Terre. Merci à toi Clément d'être venu ce soir. Merci beaucoup pour ta participation. Je remercie également Jules qui est venu pour faire un peu le mec du PMU, mais le PMU vraiment très sophistiqué d'université. Donc vraiment merci beaucoup Jules pour ta présence. En fait, t'as toujours des choses hyper intéressantes à raconter. N'en doute jamais. Et enfin merci à toi Raph d'être venu ce soir. On a un peu fait une présentation à deux de cette manière, donc oui. Donc merci beaucoup. Et puis merci aussi à Lucie auquel on souhaite un bon anniversaire finalement. Lucie. Bon anniversaire. Sans cette découverte finalement, peut-être qu'un illustre compagnon n'aurait pas été là ce soir, aurait pris un autre chemin avec son bus, ou alors peut-être que certaines autres personnes ne seraient pas venues là. Serait peut-être allé boire des bières, mais auraient été boire des bières ou jouer. Comme quoi, le cours des choses qui changent. Le cours des choses change. Et surtout, on aimerait remercier les auditrices, les auditeurs, tout le monde. Voilà, partagez l'épisode. Portez-vous bien. Tout le monde, ciao. Bisous. Ciao. Il y a eu un bug là. Oui, moi j'ai perdu on vous a perdu. Parce qu'en fait, ils sont au même endroit, ils sont ensemble. Oui. C'est pour ça que je n'osais pas parler, je me suis dit merde, c'est moi. Et moi aussi. Merde. On les a perdus. Mince. Merde. Mais surtout que là, ils s'en rendent pas compte, probablement. Ah merde, vous nous aviez perdu.
Oui, on vous a perdu. En gros, t'as Oui. dit, je vais dire un truc super important et Vous avez loupé un magnifique, Vous avez loupé un lapsus. un magnique Oh lapsus de Marc. Oh, J'ai dit merde. qu'en Asie, Ah il non. y avait une espèce insulaire atteinte de nazisme qui était apparue. Je vous aurais fait la blague du coup. Aïe, aïe, vous aïe, l'avez les pas eu. problèmes. Voilà. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes.